Salut! Allez, aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire le traditionnel retour d'expérience d'après-voyage. Aujourd'hui, le retour d'expérience de mon voyage sur la Véloroute 81, celle du Piémont pyrénéen, qu'on appelle maintenant la Vélo Sud. C'est parti! Bon, dans cette vidéo, en fait, l'idée, c'est pas d'être un guide, mais c'est de te donner tout un tas d'informations pratiques et utiles que j'ai pu constater durant mon voyage. Donc, on va parler du parcours, de la difficulté, de la signalisation, voilà, du balisage, des commodités. Est-ce que c'est possible d'aller au départ en train, à l'arrivée? Comment ça se passe? Est-ce qu'on peut connecter cet itinéraire avec d'autres véloroutes existantes? Donc voilà, on va essayer de faire un peu le tour du sujet. Si tu n'as pas vu la vidéo de ce voyage, elle est disponible sur la chaîne YouTube. J'avais fait l'itinéraire en entier, donc tu peux aller la visionner histoire de voir à quoi ça ressemble. Allez, on commence tout de suite par le parcours. Alors, le parcours, en fait, il s'agit de faire le Piémont pyrénéen, c'est-à-dire de longer la chaîne des Pyrénées sans vraiment y rentrer. En gros, tu vas rejoindre l'Atlantique à la Méditerranée, donc de Bayonne au Barcarès, de Bayonne à Perpignan. Le trajet fait à peu près 655 km pour un peu moins de 5000 mètres de dénivelé positif. Tu vas donc traverser plusieurs départements, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne, l'Ariège, l'Aude et les Pyrénées-Orientales. C'est évidemment faisable dans les deux sens et en y réfléchissant, il n'y a pas un sens plutôt que l'autre. Certains te diront que par rapport au vent, c'est mieux de le faire dans un sens. Moi, franchement, j'ai pas eu ce souci-là. La difficulté me semble à peu près équivalente dans les deux sens. Le balisage aussi, donc tu peux le faire de Bayonne vers Perpignan ou en sens inverse, peu importe. À l'époque, quand j'étais passé, il y avait un tronçon qui n'existait pas entre Foix et Mirepoix. C'est-à-dire que l'itinéraire n'était pas existant, il n'y avait pas de balisage. Alors, il semblerait que ça ait évolué puisque sur le site France Vélo Tourisme, on voit maintenant un tracé entre Foix et Mirepoix. Je ne sais pas si c'est le cas, mais j'ai entendu parler qu'il y avait des panneaux qui avaient été mis en place sur ce tronçon, donc c'est quand même à vérifier, à prendre avec des pincettes. Au niveau du type de voie que le parcours emprunte, tu vas avoir à la fois des petites routes partagées avec les voitures et des voies vertes. Les voies vertes, ça va être essentiellement des anciennes voies ferrées. Et comme ça, à vue de nez, j'estime à peu près le rapport, le ratio 70-30, là, ou 60-40. Il y a, selon moi, un peu plus de petites routes partagées que de voies vertes. Il y a un endroit qui peut être un peu dangereux, enfin, en tout cas, un endroit où il faut faire attention, surtout en période estivale, quand il y a du monde, c'est au niveau des gorges de Galamus. Donc plutôt du côté Méditerranée. En fait, la route est creusée dans la falaise, dans la montagne. Elle est sinueuse, elle est très étroite. Moi, quand j'étais passé, il n'y avait personne, il n'y avait pas un chat, mais en période estivale, je crois qu'il y a quand même pas mal de monde. Et ça peut être un peu chaud, là, le fait de croiser les voitures. Même pour s'arrêter, il n'y a pas vraiment d'espace. Donc, il faut faire attention à cet endroit en fonction de la fréquentation. Je voulais aussi t'indiquer, alors cet endroit c'est juste avant d'arriver à Lourdes, en fait il y a un tronçon de la véloroute qui s'est effondré, donc l'itinéraire est barré, il n'y a pas spécialement de déviation qui a été mis en place, si ce n'est des panneaux qui indiquent que la véloroute est fermée. Peut-être que ça a été restauré, comment dire, réaménagé, réparé depuis que je suis passé, mais lors de mon passage, la véloroute était vraiment en piteux état à cet endroit. Je suis juste après Saint-Pé sur Bigorre et effectivement il y a une portion de la véloroute qui est interdite. C'est indiqué d'abord par un petit panneau et ensuite par une barrière avec un arrêté. Et en fait c'est dû à des éboulements sur cette piste cyclable. Des éboulements et pas que. Vous voyez devant moi, la véloroute est ici barrée par des arbres. En fait elle est plus entretenue je pense depuis un petit moment à cause de ces éboulements. Dans l'attente de trouver une solution sans doute pour réparer et remettre en état de fonctionnement cette véloroute. On va maintenant parler des étapes. Alors cet itinéraire de la véloroute 81, je l'ai parcouru en 7 jours, donc en une semaine pour faire les 655 km. Je mets le tableau de mes étapes qui s'affiche à l'écran. Tu vois, j'étais quand même assez en forme, j'avais fait des belles étapes, mais tu n'es pas obligé d'en faire autant. Je pense que pour vraiment en profiter vraiment à fond, tu vois, en prenant le temps sans se presser, tu peux rajouter 2-3 jours supplémentaires. Donc
une dizaine de jours, selon moi, c'est quelque chose de convenable pour profiter pleinement de l'itinéraire. Évidemment, si tu es sportif et que tu veux te challenger, tu peux le faire en moins d'une semaine, hein, et rien ne l'empêche, hein. Mais bon, voilà, tu vois, déjà 7 jours, ça faisait un peu plus de 90 km par jour en moyenne, donc c'est pas mal, surtout que, ben, tu sais, hein, la distance journalière, elle est à mettre en rapport avec ben, la forme, hein, la fatigue, le dénivelé, la météo, le type de revêtement, et puis bien sûr les arrêts que tu vas faire en cours de route. Donc, à toi de décider combien de kilomètres par jour tu veux faire, hein, tout simplement. On va maintenant parler de la difficulté. Je te disais au début de la vidéo, 655 km pour à peu près 5000 mètres de dénivelé positif, donc c'est pas plat. Bon, évidemment, ça n'a rien à voir avec les cols pyrénéens, ça monte pas autant, mais voilà, c'est quand même c'est pas insurmontable, mais tu vas avoir quelques zones qui vont être un petit peu vallonnées. Elles sont assez concentrées, en fait. Quelles sont-elles, ces zones? Tu as une section entre Lannemezan, en gros, et Saint-Bertrand-de-Comminges qui s'enfonce un petit peu, vraiment au plus près des montagnes. Donc là, ça va grimper un petit peu sur ce tronçon. Ensuite, tu vas avoir une belle montée au niveau du château de Puyvert. Et enfin, la dernière montée, c'est celle qui va te faire passer depuis Esperanza jusqu'à Bugarache, enfin jusqu'au col du Linas, exactement. Donc c'est voilà, c'est une montée qui est quand même assez longue, qui est pas hyper difficile, mais voilà, ça fait partie des principales difficultés de ce parcours. On va maintenant parler du revêtement. Comme je te disais au début, tu as un peu plus de petites routes partagées que de voies vertes. Donc sur les petites routes partagées, ce sont des revêtements en enduit superficiel, en gravillonnage, donc des revêtements assez rugueux quand même. Bon, ça reste quand même roulant, bien sûr. Et sur les parties de voies vertes, généralement, ce sont des anciennes voies ferrées, mais qui ne vont pas être revêtues. Donc, ça va être en gravier, en stabilisé. Il y a quelques tronçons qui sont avec une grosse partie d'herbe au milieu. Mais enfin, voilà, c'est pas du VTT non plus. Ça reste quand même assez roulant. C'est vrai que j'aurais tendance à dire qu'un vélo avec des roues lisses, là, des vélos de route, c'est peut-être pas adapté pour faire la totalité du parcours, même si ça reste quand même convenable comme revêtement. C'est vrai qu'un vélo tout chemin, ben, au moins tu es sûr, tu seras un peu plus serein, mais voilà, ça reste quand même bien, bien roulant partout, hein. Au niveau du balisage, de la signalisation, ben, c'est quelque chose qui est réalisé sur l'intégralité du parcours, a priori, puisque je te disais que lors de mon passage entre Foix et Mirepoix, cette section n'était pas existante, mais il semblerait que ça soit le cas maintenant. Quoi qu'il en soit, tu as un balisage qui existe dans tous les départements, du départ à l'arrivée et dans les deux sens. Alors après, ce balisage, il est différent dans chaque département, c'est-à-dire que les panneaux n'ont pas la même forme, n'ont pas les mêmes indications, donc ça va être vraiment variable. Tu as des indications qui vont être avec l'insigne V81 parfois, d'autres avec des distances et des indications des prochains villages. Des fois, ça va être juste le petit panneau vert avec la flèche. Ça va changer en fonction du département, mais tu vas avoir quand même un balisage continu du départ à l'arrivée dans les deux directions. Au niveau maintenant des commodités, alors c'est vrai que ce tronçon de Bayonne à Perpignan, ben, il est plutôt bien équipé. Tu vas passer régulièrement dans des villages ou dans des villes un peu plus grandes, donc il n'y a vraiment aucun problème pour trouver des boulangeries, des supérettes ou des supermarchés. Idem pour les hébergements, hein, tu peux trouver des campings, des chambres chez l'habitant, même des gîtes du chemin de Compostelle quand tu vas passer vers Maslac par exemple. Donc, ouais, donc franchement, c'est un itinéraire qui n'est pas du tout compliqué au niveau des commodités. Bon, et puis j'ai failli oublier de t'indiquer les meilleures glaces du sud-ouest. Elles se trouvent à Saint-Martory en Haute-Garonne chez Kim Glace. Franchement, si tu as l'occasion d'y passer, fais un détour, fais un arrêt là parce que déjà Kim est super sympa. Ces glaces sont artisanales, toutes faites à la main avec des parfums de saison et puis elles sont vraiment pas chères. Moi, franchement, je me suis régalé. Comment on accède au départ en train et à l'arrivée? Ben, c'est vraiment très simple, hein. Bayonne, tu as une ligne de train qui arrive depuis Bordeaux, donc franchement, aucun souci, tu peux y arriver en TGV ou en TER, en emportant ton vélo sans le démonter. Et idem au niveau de Perpignan, tu peux remonter en TER jusqu'à Narbonne et puis ensuite là, prendre un TGV ou un intercité vers Marseille ou vers Toulouse, Bordeaux. Donc c'est ce que j'avais fait personnellement, donc en changeant à Narbonne. Voilà. Bon, ça se fait assez bien, enfin voilà, à mettre entre guillemets quand même, parce que prendre le vélo dans le train, ça peut réserver parfois quelques surprises, mais en tout cas, c'est faisable au départ et à l'arrivée. Bien sûr, tu peux
continuer ton parcours, ton voyage à vélo, une fois que tu es arrivé côté Atlantique ou Méditerranée. Tu peux faire ton propre itinéraire évidemment, mais tu as aussi des véloroutes, des itinéraires existants mais qui sont à disposition, c'est-à-dire côté, par exemple, on va commencer côté Méditerranée, tu as l'Eurovélo 8, qui est Méditerranée à vélo, celle qui va te permettre de descendre soit en Espagne, soit de longer le pourtour méditerranéen en direction de la Côte d'Azur. Si on part un peu plus vers l'ouest, tu vas avoir en cours de route la véloroute 82, la véloroute de la vallée de la Baïse. Au niveau de Galan, tu vas emprunter un petit tronçon commun entre la Nemezan et Galan. Donc là, avec cette véloroute, tu vas pouvoir en gros couper l'itinéraire de la V81 en deux pour remonter en direction du Gers et du Lot-et-Garonne. En plus, dans le Lot-et-Garonne, ça va arriver à un nœud, on va dire, d'itinéraire cyclable, puisque au niveau d'Aiguillon, tu vas avoir le canal des deux mers à vélo, donc pour aller vers Bordeaux ou vers Toulouse, tu vas avoir l'Eurovélo 3 qui passe pas loin et tu vas avoir la vallée du Lot à vélo, donc tu as vraiment de quoi poursuivre ton voyage. Si on poursuit notre parcours vers l'ouest sur la véloroute 81, quand tu vas arriver dans les Pyrénées-Atlantiques, tu vas croiser l'Eurovélo 3, la Scandibérique, donc tu vas pouvoir partir du côté espagnol en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle ou remonter cet itinéraire en direction des Landes, de la Nouvelle-Aquitaine. Et puis bien sûr, si tu arrives au bout de la V81 au niveau atlantique, là tu vas être sur l'Eurovélo 1, la Vélodyssée, et là tu vas pouvoir remonter toute la côte atlantique. Donc tu vois, tu peux vraiment combiner, intégrer la véloroute 81 dans un voyage encore plus grand. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis ensuite, où trouver des informations? Alors, tu as évidemment le site de France Vélo Tourisme qui va te regrouper quelques informations assez générales sur l'itinéraire. Et puis, parfois, les offices de tourisme proposent des informations un peu plus précises, un peu plus ciblées, mais forcément sur des secteurs, sur les secteurs qui les concernent. Donc, je n'ai pas trouvé, on va dire, d'informations générales sur l'ensemble de l'itinéraire dans les offices de tourisme, mais dans chaque département, tu vas pouvoir trouver des infos sur le tronçon du département en question. Voilà, je ne sais pas si je l'avais dit au début de la vidéo, mais la véloroute 81, elle a un petit nom depuis quelque temps. Ils l'ont appelée, ils l'ont baptisée la Vélo Sud. Voilà, donc tu la trouveras sous cette abréviation. Et c'est possible que tu trouves le logo de cette véloroute maintenant sur des panneaux, sur du balisage au cours du chemin. Voilà, si tu n'as pas vu la vidéo de ce voyage, sache qu'elle est disponible sur la chaîne YouTube, elle est découpée en 2 épisodes. Et puis en plus, cette vidéo, elle a été sélectionnée dans 2 festivals pour l'instant, la roue tourne à Vélozone, donc c'est plutôt bien, ça permet de mettre en lumière cet itinéraire et j'espère que ça te plaira, voilà, que tu mettras sur ta liste. Écoute, j'espère que ces informations t'auront été utiles et que tu te lanceras à ton tour sur ce parcours. En tout cas, laisse-moi un petit message en commentaire si ça t'a servi. Et puis, dis-moi ce que tu en penses et si tu as vu la vidéo du voyage. Et n'oublie pas, évidemment, de t'abonner à la chaîne Cyclo Voyage avec Gaëtan. Moi, ça me permet de donner de la visibilité à cette chaîne et de poursuivre ce partage de vidéos et d'informations sur le voyage à vélo. Allez, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!